Il y a quelque temps, j'ai réalisé un film qui parle de bonheur, de dictature, de contraintes, de maquillage de soi et de regard extérieur. À nos sourires brûlants parle, comme j'ai déjà pu vous le faire remarquer, de la vision et de la relation qu'on entretient avec le bonheur de nos sociétés contemporaines. Mais avec du recul, je me suis dit que mon film ne pouvait pas coller avec toutes les époques, toutes les générations, toutes les personnes. La vision du bonheur que j'ai dans ce film est quelque chose qui s'apparente beaucoup à la jeune génération. Une vision qu'on peut à vrai dire retrouver chez la génération 2000 et la fin 90. Alors on pourrait se poser une question, quelle relation entretiennent les 2000 avec le bonheur? Et pour ça, on va bouger un petit peu. Avant de se poser la question de la relation qu'entretiennent les adolescents avec le bonheur, il faudrait peut-être se demander, mais est-ce qu'on est heureux? Aujourd'hui, l'anxiété, les états dépressifs, le stress ne fait qu'augmenter chez la jeune génération. En France, il y aurait 17% de gens atteints d'une dépression clinique à un moment de leur adolescence sur court ou long terme. Et ce chiffre ne fait que monter avec les années. Le nombre de suicides chez les jeunes de 15 à 24 ans aurait considérablement grimpé durant les dernières années. Tout ça nous fait relativiser. Est-ce qu'on parle ici d'une crise de l'adolescence comme on aurait pu le faire il y a 30 ans? Ou alors est-ce que c'est un phénomène propre à la nouvelle génération? Pour répondre à ces questions, on va se baser sur deux études. La première nous parle de peur. Est-ce qu'on serait une génération terrifiée? Nous, petits bouts de chou que nous sommes. La première étude faite en France sur 53 000 jeunes de 18 à 35 ans nous montre que les principaux enjeux inquiétants pour eux sont la dégradation de l'environnement, le pouvoir des multinationales, la maladie et les extrêmes politiques. 75% d'entre eux n'ont pas confiance en l'avenir de la France. Bon, comme vous aurez pu le remarquer, ces inquiétudes ne sont pas propres à la génération 2000. Cela biaise un peu les chiffres. Voyons maintenant chez les adolescents tristes ce qui justement les rend tristes. Ici, on parlera davantage de choses personnelles comme des événements perturbants, des antécédents familiaux de dépression, un manque de soutien familial, une discipline stricte, une attitude négative par rapport à soi-même et l'avenir du monde en général. Inutile de parler de la relation avec les parents pour la génération 2000 car sinon on risque de se perdre. On va néanmoins revenir sur le point le plus important. Une attitude négative à soi-même. Tout adulte dirait que la phase de l'adolescence est une étape cruciale et très compliquée dans une vie. C'est à cette époque qu'on se forge et qu'on se stabilise la plupart du temps. Mais, rappelons-nous d'une chose. Nous avons peur. Et c'est ça le sujet de la deuxième étude. Le psychologue Camillo Zacchia explique que la peur d'un éventuel danger, donc coupable d'anxiété, n'a jamais été aussi présente chez les jeunes. Il nous explique que la jeune génération prend de moins en moins de risques. Vous comme moi voyons aujourd'hui le mot risque avec une connotation péjorative. Or, il ne l'est pas du tout. La prise de risque mène parfois à l'échec, mais aussi à la réussite, à la satisfaction, à la découverte et au bonheur. C'est simple, la prise de risque est aujourd'hui pour la jeune génération une vague entité assassinée. Le risque veut aujourd'hui dire potentiel danger, qui mène donc à la peur, qui lui-même mène donc à l'anxiété. Mais alors, qu'est-ce qui a tué le risque? Qu'est-ce qui, aujourd'hui, nous fait rester dans nos démarcations de vie, aussi peu agréables puissent-elles être? Comme dit précédemment, nous, jeunes que nous sommes, vivons une vie, en général, sans prendre de risques. Mais ça, c'est pas forcément de notre faute. Nous avons grandi, depuis tout petit, dans un système programmé. Je vous laisse faire le tri tout seul, mais vous serez sans doute d'accord avec moi, nous n'avons pas du tout été éduqués avec le même modèle de vie qu'il y a 30 ans. Évidemment, je ne suis pas en train de dire que c'était mieux avant. Les époques changent et dire que l'une d'entre elles est meilleure qu'une autre serait totalement déplacé. Aujourd'hui, on parle d'orientation programmée sur un logiciel, d'algorithmes qui trient nos désirs à nos places, un système éducatif qui empêche une émancipation vers les autres et vers le monde qui nous entoure. Nous ne nous sentons plus responsables de nos propres choix, de nos propres décisions. Tout est traité par des robots, des conseils, des machines qui analysent des résultats superficiels à nos capacités pour nous ouvrir soi-disant des portes vers l'avenir. Cette perte de contrôle de son envie et de ses désirs impacte directement sur notre humeur et sur notre capacité à être heureux. En effet, le système mis en place aujourd'hui, surtout dans l'éducation d'ailleurs, ne nous permet pas de ressentir ce qu'on appelle l'instant présent. Pour prendre un risque, il faut évidemment que je regarde les hypothèses que je pourrais obtenir en regardant dans le passé et dans le futur. Mais aujourd'hui, le système dans lequel nous nous sommes construits a anesthésié la prise de risque, pour les raisons que j'ai précédemment citées. Mais la démarche de la prise de risque est quant à elle toujours présente.
Je m'explique. Aujourd'hui, nous, adolescents et jeunes, nous sommes toujours contraints de regarder dans le passé et dans le futur pour trouver ne serait-ce qu'un semblant de réponse à nos questions et à nos envies. Or, le bonheur en lui-même ne peut se situer que dans une temporalité présente. Si j'ai tendance à trop regarder dans le passé, je risque de devenir nostalgique. Si par ailleurs je vais regarder trop dans le futur, je risque de devenir anxieux. Autrement dit, nous ne prenons plus de prise de risque réelle, ce qui pourrait faire changer les lignes de nos vies et ainsi nous faire trouver le bonheur. Mais nous entretenons le processus d'une prise de risque dans le vide, ce qui a tendance à créer un certain mal-être. Demain, je vais être contraint de passer le bac. Jusqu'ici, aucune prise de risque, je vis dans un système qui me l'a imposé. Certains diront que nous ne sommes pas forcés à passer cette épreuve, mais on va pas se voiler la face, on vit dans une société qui nous contraint à le faire, que ce soit les profs, les parents et le monde du travail en général. Et pour réussir cet examen, je vais essayer de me baser sur mes résultats passés pour savoir où j'en suis réellement. Et je vais regarder dans le futur pour savoir ce qui va se passer dans l'examen. Tout ça crée un stress et une atmosphère anxiogène qu'on nous impose de plus en plus. Nous regardons ailleurs avant de voir ce qui se passe maintenant. Tout ce que je vous dis peut peut-être vous paraître superficiel. Bon, essayons de regarder dans le concret. Est-ce que nous pouvons réellement toucher notre bonheur du doigt? Est-ce que nous savons réellement comment nous être heureux aujourd'hui? Si je vous demandais là, maintenant, au moment où vous me regardez, ce dont vous avez besoin pour atteindre l'apogée du bonheur, est-ce que vous sauriez me répondre? Aujourd'hui, on vit dans un monde ultra connecté où chacun peut partager sa vie, son travail, ce qu'il ressent, ses pensées. Mais aussi, nous partageons en ligne notre bonheur. Or, est-ce qu'il s'agit vraiment de partage? Est-ce que quand je poste une photo de moi avec mon copain ou ma copine, je le fais avant tout pour les autres? Ou pour que les autres valident mon bonheur? Et que je ressente moi-même mon bonheur à travers les yeux des autres? Tout ça est en réalité bien vicieux. Le bonheur en ligne est faussement généreux. Il est en réalité quelque chose de très individuel et de très personnel. Bon, avant de continuer la vidéo, on va faire un test tous ensemble. Alors, je vous invite à jouer le jeu, hein. Donc, si vous êtes sur votre ordi, vous prenez votre téléphone. Et si vous êtes sur votre téléphone, vous faites pause à mon signal. Vous allez sur votre réseau social favori, de préférence Snapchat ou Instagram, et vous faites défiler votre fil d'actualité ou les stories des gens, et vous comptez le nombre de photos que vous passez avant de tomber sur quelqu'un qui sourit. Je fais le test avec vous, hein. Voilà, donc moi sur Instagram, ça m'en a pris 2. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires combien de photos ça vous a pris, hein, ça m'intéresse beaucoup. Tout ça nous montre bien que nous, génération 2000, nous avons grandi dans un partage constant, mais également dans la diffusion de son propre bonheur. Aujourd'hui, des scientifiques et des psychanalystes ont regardé l'impact qu'avaient les réseaux sociaux sur nos vies et sur notre bonheur. Ils avancent que si je poste une première photo de moi qui, admettons, atteint 100 likes, mon cerveau va sécréter un processus de bonheur qui va me rendre heureux à court terme. Mais si en revanche, je poste une deuxième photo de moi et qu'elle obtient uniquement 50 likes, je vais non seulement me sentir frustré, car le processus de récompense ne sera pas activé comme à la précédente photo, mais je risque également de me sentir mal aimé. Les réseaux numériques impactent donc directement sur nos vies réelles. Les réseaux ont aujourd'hui tendance à dépasser l'aspect virtuel pour se mêler à notre réalité et à la façon dont on voit notre réalité. Et je dirais que c'est ça le plus dangereux. C'est ça, la plus grande contrainte. On pourrait parler aujourd'hui de perfection du bonheur. Le bonheur est pour nous, jeunes que nous sommes, défini par les réseaux, mais aussi par l'attitude, par la mode, par la façon de se voir et de se faire voir. Est-ce que aujourd'hui, tous ensemble, avec les médias, les moyens, les connexions qu'on nous a donnés, on ne serait pas tombé dans un piège que nous nous sommes nous-mêmes construits? Si on me donne constamment à voir le bonheur des autres et la perfection de ce bonheur qui est praticable par tout le monde, est-ce que je ne vais pas m'identifier à ce bonheur et faire en sorte qu'il devienne mien? Je vais alors essayer d'imiter cet idéal du bonheur qu'on me donne à voir. Mais forcément, il n'est pas mien de base, et si ça se trouve, il a été truqué par l'image qu'on veut se donner sur les réseaux. Si un ami à moi a l'air hyper heureux dans son travail, avec sa copine, avec ses amis, et qu'il l'affiche sur tous ses réseaux en public, est-ce que moi, je ne vais pas voir que le positif de cette vie? Est-ce que je ne vais pas essayer de copier sa vision du bonheur et donc essayer de changer ma situation pour qu'elle ressemble plus à la sienne? Mais cela ne peut pas fonctionner pour 3 raisons. La première étant que par définition, son bonheur ne peut pas être le même que le mien. La deuxième, c'est est-ce que je ne vais pas culpabiliser de ne pas pouvoir atteindre son niveau de joie et donc au final créer un effet contre-productif avec mon propre bonheur. La troisième, c'est tout simplement que cet ami aussi a des coups de mou, des moments de doute, des moments où il se sent peureux, seul, méprisant. Mais ça, il ne nous le montre pas en public, ce qui fait que le résultat final est forcément faux. Notre génération s'identifie à une perfection imaginaire qui, si ça se trouve, ne leur correspond même pas. Et alors, qu'est-ce qui se passe quand on n'arrive plus à trouver son bonheur?
Qu'est-ce qui se passe quand on ne peut plus inscrire sa joie de vivre dans une société où on est constamment invité à partager son bonheur? Quand on pose la question à Eva Illouz, sociologue, voici ce qu'elle nous répond. C'est comme Margaret Thatcher l'avait dit, l'idée que que les sociétés ne sommes que des individus et des familles, et ça veut dire que nous sommes tout seuls face à nos vies, et ça veut dire que nous sommes responsables et coupables d'échouer dans nos vies. Donc quelqu'un qui aurait été licencié et qui se sentirait déprimé est coupable et responsable de sa dépression. Donc ça, c'est la première chose. Oui, parce que si on n'atteint pas le bonheur, si ça ne marche pas, c'est de notre faute. Oui, c'est ça. En fait, vous m'avez demandé qu'est-ce qui me gênait dans cette idée du bonheur. C'est l'idée de la surresponsabilisation de l'individu. Pour simplifier, le bonheur est devenu une responsabilité individuelle. Aujourd'hui, on se doit d'être heureux car on a tendance à penser qu'on a tous les outils en main pour atteindre cet idéal du bonheur. Or, vous aurez pu faire le rapprochement avec ce que j'ai avancé précédemment. Cela peut poser de graves problèmes d'identification pour certaines personnes. Mais alors, nous, génération 2000, est-ce qu'on n'aurait pas tué le bonheur pour se construire un idéal de joie? Et si oui, comment être heureux? Évidemment, je ne suis pas un influenceur du bonheur, mais je vais essayer de répondre vite fait à cette question. Prenez des risques, ouvrez des portes qu'on vous dit être closes. Allez là où vous ne seriez jamais allé si on ne vous en avait pas parlé. Nagez à contre-courant. Tout ce que vous allez faire peut parfois vous mener à des échecs, mais aussi parfois à la découverte de ce qui vous anime, de ce qui vous fait vivre, de ce qui vous rend heureux. Vivez l'instant présent, ne vous perdez pas dans un passé turbulent ou dans un futur incertain. Et même si nos buts de vie sont de plus en plus construits sur des examens imposés, sur des décisions importantes, sur des notes qui vont définir notre futur mode de vie, vivez dans le présent. Et c'est lui qui vous donnera peut-être les clés pour savoir ce que vous avez envie de faire dans le futur. Ne vous hypnotisez pas. On a vu que nous, adolescents, on a tendance à s'hypnotiser avec ce qu'on trimballe dans nos poches et ce qui est constamment connecté. Une étude nous montre qu'on passe environ chacun 7h48 devant nos écrans. On est tous d'accord pour dire que le numérique est l'avenir de nos sociétés. Mais alors, créons le numérique de demain. Ne subissons pas tout le temps ce que on nous donne à voir. Construisons et créons avec les outils que nous avons à notre disposition. Je passe environ 7 heures devant les écrans chaque jour. Mais si on fait un calcul plus détaillé dans la semaine, je passe environ chaque jour 3 heures à me divertir, 30 minutes à travailler pour l'école, et 3h30 à faire de la musique, à écrire mes films, à monter, à inventer. Ce temps que nous passons devant les écrans, utilisons-le pour construire pour les autres et pour se construire. D'ailleurs, donnez plus que vous ne recevez. Je ne parle pas de se montrer sur les réseaux, ni d'argent. Je parle de contact, de partage. Vivez avec les gens que vous aimez, donnez-leur l'énergie qui vous anime. Et vous comprendrez peut-être que le bonheur se cache par là. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager un peu ce que vous ressentez de ce sujet dans les commentaires. Évidemment, je lis tous vos commentaires et je vous réponds dès que possible. Si on est moins actif, c'est normal, hein, confinement, virus, enfin je vais pas vous refaire l'actualité, quoi, vous avez compris. On essaye de revenir avec un film le plus tôt possible. En attendant, il y a quelques petites vidéos comme ça qui sortiront. J'aime bien ce format de vidéo, voilà, on peut parler de sujets intéressants, développés, et c'est assez simple à tourner. Donc dites-moi ce que vous en avez pensé, dites-moi si vous avez envie que je continue sur d'autres sujets, avec quel sujet ça vous plairait. En attendant, je vous fais des gros bisous, j'espère que vous vous portez bien, faites attention à votre santé, faites attention à votre entourage, et donc, à très bientôt.